On ne pouvait pas couvrir le voyage de ton fils, a dit mon père, puis il a tendu à l'enfant de ma sœur une enveloppe contenant des billets de première classe pour Tokyo. Maman a souri. C'est une question de mérite. Je venais d'aider mon fils à faire son sac à dos et je suis sorti. Le lendemain, j'ai partagé une capture d'écran et à midi, la discussion familiale était en flammes. Je m'appelle Marcus. J'ai 41 ans. Et s'il y a une chose que j'ai apprise en étant le fils sur lequel on peut compter, c'est que la fiabilité vous rend invisible. Depuis 15 ans, c'est moi qu'on appelle quand le paiement de l'hypothèque est insuffisant, celui qui envoie de l'argent quand la voiture de papa a besoin d'une nouvelle transmission, le compte silencieux qui a maintenu l'électricité allumée quand les factures médicales de maman se sont accumulées après son opération il y a 3 ans. Je n'en ai jamais fait tout un plat. Je n'ai jamais demandé à être reconnu. C'est ce qu'on fait pour la famille, non? Mon fils Tyler vient d'avoir 12 ans. C'est un garçon calme, le genre qui lit des livres sur le Japon et apprend des phrases de base sur des vidéos YouTube. Il économise son argent de poche dans un bocal depuis 2 ans parce qu'il voulait voir Tokyo un jour. Chaque semaine, il comptait ses billets et ses pièces froissées, ses yeux s'illuminant à mesure que le total augmentait. 347 $. Il était si fier de ce nombre. Ma sœur Nicole a toujours été différente. Elle est plus jeune de 4 ans, mariée à un avocat d'affaires, vit dans une maison avec un garage pour 3 voitures. Son fils Brandon a 14 ans. Un gentil garçon, mais il a tout eu depuis sa naissance, école privée, colonie de vacances en Europe, une chambre plus grande que tout mon appartement. Maman et papa ont toujours parlé de Brandon comme s'il était destiné à la grandeur. Tyler était juste Tyler, présent mais banal à leurs yeux. Je travaille comme chef de projet informatique pour une entreprise de logistique, un salaire correct, suffisant pour subvenir aux besoins de ma petite famille, et apparemment subventionner le mode de vie de mes parents sans même qu'ils le sachent. Ma femme est partie quand Tyler avait 6 ans. Elle a dit que j'étais trop concentré sur tout le monde, jamais présent pour elle. Peut-être avait-elle raison. Après le divorce, il n'y avait plus que moi et Tyler. On s'en est sorti. Papa m'a appelé il y a 3 mois. Sa voix avait ce ton désinvolte, celui qu'il utilisait quand il était sur le point de demander de l'argent mais qu'il voulait faire comme si ce n'était pas grave. Il a dit que les impôts fonciers étaient dus et qu'il manquait environ 2000 $. J'ai fait le virement le jour même. 2 semaines plus tard, maman avait besoin de faire réparer sa voiture, encore 800 $. Puis il y a eu le nouveau réfrigérateur, la consultation pour la réparation du toit, les soins dentaires d'urgence. Je tenais un tableur, non pas parce que je m'attendais à être remboursé, mais parce que j'avais besoin de suivre mes propres finances. Rien que l'année dernière, je leur avais envoyé plus de 34 000 $. Ils n'ont jamais demandé où je l'avais trouvé. Ils l'ont juste pris. Tyler est rentré de l'école mardi dernier avec un prospectus concernant un voyage scolaire au Japon, programme d'échange culturel, 2 semaines pendant les vacances d'été, éducatif, supervisé, sûr. Le coût était de 3 000 $. Il tenait ce papier comme s'il était fait d'or. Il a demandé si peut-être, juste peut-être, on pouvait y arriver. J'ai regardé mon compte bancaire ce soir-là. Après le loyer, après l'épicerie, après mes propres factures, et l'argent que je venais d'envoyer à mes parents pour leur dîner d'anniversaire dans un restaurant de grillade cher, j'avais environ 1 800 $ d'économie. Je pouvais y arriver. Je prendrais des projets indépendants supplémentaires, je réduirais tout, je mangerais moins cher. Pour Tyler, je trouverais une solution. Je lui ai dit oui. La façon dont son visage s'est illuminé, cela valait tous les sacrifices que j'avais jamais faits. Le dîner du dimanche chez mes parents était une tradition. Toutes les 2 semaines, toute la famille se réunissait. Maman cuisinait un rôti de pot-au-feu, papa versait du vin, et nous faisions tous semblant d'être une famille normale et heureuse. Nicole arrivait toujours en retard, faisant une entrée remarquée. Brandon était généralement assis dans un coin sur son téléphone. Tyler et moi sommes arrivés à 17h30. La maison sentait l'ail et le romarin. Maman m'a brièvement serré dans ses bras, puis a immédiatement tourné son attention vers Brandon, lui demandant ses notes, son équipe de soccer, ses cours de préparation à l'université. Il avait 14 ans et il planifiait déjà son avenir dans une Ivy League. Tyler était assis à table, silencieux comme toujours. Il avait apporté un livre sur l'architecture japonaise. Personne ne lui a posé de questions à ce sujet. Nicole est arrivée 20 minutes plus tard avec son mari, Derek. Elle parlait fort de leurs prochaines vacances aux Bahamas,
leur 3e voyage international cette année. Maman et papa écoutaient avec des sourires brillants et fiers. Je suis resté silencieux, buvant de l'eau, attendant que le dîner soit terminé. Puis papa s'est éclairci la gorge. Il avait ce regard, celui qui signifiait qu'il était sur le point de faire une annonce. Il a fouillé dans la poche de sa veste et a sorti une enveloppe de couleur crème. Il l'a tendue à Brandon. Papa a dit que c'était pour avoir été un étudiant exceptionnel et un jeune homme remarquable. Brandon l'a ouverte, ses yeux s'écarquillant. 2 billets sont tombés sur la table. Première classe, Tokyo. 3 semaines, tous frais payés, y compris l'hôtel et les visites guidées. Mon estomac s'est noué. Maman rayonnait. Elle a dit que Brandon avait mérité ça. Elle a dit qu'il avait travaillé si dur, qu'il avait maintenu des A, qu'il avait été si responsable. Elle a dit, c'est ce qui arrive quand on fait des efforts. Tyler fixait ses billets. Son livre était toujours ouvert sur ses genoux. Son visage était devenu pâle. J'ai senti ma mâchoire se serrer. J'ai regardé mes parents, attendant une explication, une reconnaissance que mon fils de 12 ans était assis juste là avec ses propres rêves de Tokyo. Rien. Ils n'ont même pas jeté un coup d'œil à Tyler. Nicole a ri, ravie. Elle a dit que Brandon méritait ça, qu'il travaillait pour quelque chose comme ça toute sa vie. J'ai pris une lente inspiration. Puis j'ai demandé très calmement combien coûtaient ces billets. Papa a agité la main. Il a dit de ne pas s'inquiéter, qu'ils avaient économisé, que les grands-parents étaient autorisés à gâter leurs petits-enfants. J'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. Économiser. Ils avaient économisé. Tyler n'avait pas bougé. Ses mains étaient croisées sur son livre. Il ne pleurait pas, mais je pouvais voir la brillance dans ses yeux. La façon dont sa mâchoire était serrée, il essayait tellement de se retenir. J'ai mentionné que Tyler avait un voyage scolaire au Japon qui approchait. J'ai gardé ma voix égale. J'ai dit que c'était éducatif, une excellente opportunité, et que nous avions travaillé à économiser pour ça. Le sourire de maman a légèrement faibli. Puis elle a dit avec ce ton vif et méprisant que ces choses étaient chères, et que parfois il fallait être réaliste. Papa a hoché la tête. Il a dit qu'il ne pouvait pas couvrir le voyage de Tyler. Il a dit qu'ils avaient déjà dépassé leur budget pour les billets de Brandon. Puis il m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait presque à de la pitié. Il a dit que c'était une question de priorité, de récompenser la réussite. Maman a ajouté, toujours souriante, que c'était une question de mérite. La pièce s'est tue. Nicole regardait son téléphone. Derek remplissait son verre de vin. Brandon examinait ses billets comme s'il s'agissait de cartes au trésor. Personne ne regardait Tyler. Je me suis levé. J'ai dit qu'il fallait qu'on y aille. Maman a protesté, disant que le dîner n'était même pas encore servi. Papa a froncé les sourcils, a demandé ce qui n'allait pas. Je n'ai pas répondu. J'ai regardé Tyler et je lui ai dit de prendre ses affaires. Il a fermé son livre avec soin, l'a glissé dans son sac à dos et m'a suivi jusqu'à la porte. Son visage était illisible, cette prudence que les enfants développent lorsqu'ils essaient de ne pas laisser les adultes les voir se briser. En sortant, j'ai entendu Nicole marmonner quelque chose à propos de moi qui était dramatique. Maman nous a interpellés, confuse, demandant pourquoi je faisais une telle scène. Je ne me suis pas retourné. J'ai continué à marcher. Tyler est resté silencieux tout le long du trajet jusqu'à la voiture. Quand nous sommes montés, il a mis son sac à dos sur ses genoux et a regardé droit devant lui. Il a demandé s'il allait toujours faire le voyage. Je lui ai dit oui. Je lui ai promis. J'ai dit que je trouverais une solution, qu'on y arriverait. Il a hoché la tête lentement. Puis il a dit quelque chose qui a fait arrêter mon cœur. Il a dit que ce n'était pas grave si on ne pouvait pas se le permettre, qu'il comprenait que peut-être Brandon ne méritait plus. De toute façon, je me suis garé sur le parking de notre appartement et j'ai coupé le moteur. Le silence était lourd. Tyler ne m'avait toujours pas regardé. Je lui ai dit qu'il méritait le monde. Je lui ai dit qu'il était gentil, intelligent, attentionné et qu'il avait travaillé dur pour son rêve. Je lui ai dit que parfois les gens ne voient pas ce qui est juste devant eux, mais que cela ne changeait rien à sa valeur. Il m'a finalement regardé alors. Ses yeux étaient humides, mais il ne pleurait pas. Il a juste hoché la tête. Ce soir-là, après que Tyler se soit couché,
je me suis assis à la table de ma cuisine avec mon ordinateur portable ouvert. J'ai fixé ce tableur, chaque virement, chaque facture que j'avais payée, chaque urgence que j'avais discrètement réglée. 15 ans de soutien, plus de 200 000 $, pas des prêts, des cadeaux. Je n'ai jamais demandé de remerciement. Je ne m'attendais jamais à une reconnaissance. Mais ils ne pouvaient pas aider mon fils. Ils ont choisi Brandon. Ils ont toujours choisi la famille de Nicole. J'ai pensé à qui le mérite. J'ai pensé à la réussite. J'ai pensé aux priorités. Puis j'ai ouvert l'application bancaire et j'ai commencé à examiner chaque paiement automatique que j'avais mis en place au fil des ans. Je n'arrivais pas à dormir. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage de Tyler à cette table de dîner, fixant ses billets de première classe destinés à quelqu'un d'autre. J'ai vu ma mère sourire quand elle a dit que c'était une question de mérite. J'ai entendu le ton méprisant de mon père quand il a balayé du revers de la main le rêve de mon fils. À 2 heures du matin, je me suis levé et j'ai fait du café. L'appartement était sombre et calme. La porte de Tyler était fermée. J'espérais qu'il dormait, mais j'en doutais. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai rouvert le tableur. 15 ans, 26 400 $. J'avais tout suivi, l'aide à l'hypothèque, les réparations de la voiture, les factures médicales, les impôts fonciers, les améliorations de la maison, les appareils électroménagers, les dépenses d'urgence, chaque virement unique étiqueté et daté. Mais il n'y avait pas que l'argent. Ce n'était pas ce qui faisait mal. C'était l'invisibilité, l'hypothèse que je serais toujours là, toujours prêt à aider, sans jamais rien attendre en retour. J'étais devenu leur filet de sécurité, leur plan de secours, leur bienfaiteur secret. Et ils ne le savaient même pas. Ou peut-être qu'ils ne voulaient pas le savoir. Peut-être était-il plus facile de croire qu'ils se débrouillaient seuls, que leur retraite confortable était quelque chose qu'ils avaient mérité grâce à une bonne planification. Pendant ce temps, Tyler économisait des pièces dans un bocal. J'ai ouvert le portail en ligne de ma banque et j'ai commencé à naviguer dans la section des paiements automatiques. Il y avait 11 virements actifs mis en place vers mes parents, mensuels, trimestriels, annuels. Certains d'entre eux fonctionnaient depuis des années, la subvention hypothécaire, 400 $ par mois, le forfait de service public, 150 $, le dépôt fiduciaire pour les impôts fonciers, 600 $ par trimestre, les primes d'assurance vie que j'avais prises en charge quand papa s'était plaint du coût, l'assurance automobile pour les 2 véhicules, les services de diffusion en continu, le forfait téléphonique, le service d'entretien de la cour, le service d'entretien ménager. Qu'ils avaient commencé il y a 2 ans. Des fils invisibles qui maintiennent leur vie ensemble. J'ai fixé cette liste pendant longtemps. Puis j'ai ouvert un nouveau document et j'ai commencé à taper, pas une explication, pas une justification, juste un enregistrement, une ventilation simple et claire de chaque paiement, chaque date, chaque montant, un miroir leur montrant exactement ce qu'ils étaient trop à l'aise pour voir. Quand j'ai terminé, il était presque 4 heures du matin. J'ai sauvegardé le document et j'ai fermé mon ordinateur portable. Pas encore. Je devais être sûr. Tyler est sorti de sa chambre à 6 heures. Il avait l'air fatigué, ses cheveux en désordre, ses yeux encore lourds. Il a demandé si on avait des céréales. Je lui ai préparé le petit déjeuner. On a mangé ensemble en silence. Il n'a pas mentionné le dîner, n'a pas parlé de Tokyo, n'a pas évoqué les billets de Brandon. Il a juste mangé ses céréales lentement, fixant la table. Avant de partir pour l'école, il m'a serré dans ses bras plus longtemps que d'habitude, plus fort. Il a dit « merci pour tout ». Je lui ai dit que je l'aimais. Après son départ, je me suis assis seul dans la cuisine. La lumière du matin entrait par la fenêtre, froide et grise. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais fait passer leurs besoins avant les miens, avant ceux de Tyler. Toutes les fois où j'avais dit oui sans hésitation, envoyé de l'argent sans question, résolu des problèmes sans reconnaissance. Puis j'ai rouvert mon ordinateur portable, j'ai rouvert cette liste de paiements automatiques et j'ai commencé à cliquer. Annuler, confirmer, annuler, confirmer. Un par un, les filets de sécurité ont disparu. Le premier paiement a échoué a été la subvention hypothécaire. Elle était traitée chaque premier du mois, 400 $ qui maintenaient leur paiement confortable au lieu de serrer. Celui-là serait rejeté dans 3 jours. J'ai travaillé méthodiquement à travers la liste, le forfait de service public, l'assurance automobile pour les 2 véhicules, le dépôt fiduciaire trimestriel pour les impôts fonciers, les primes d'assurance vie, le forfait téléphonique,
les services de diffusion en continu, le service d'entretien de la cour, le service d'entretien ménager qui venait 2 fois par mois, chaque virement automatique que j'avais mis en place au fil des ans, chaque système de soutien discret que j'avais construit pour eux. Je l'ai démantelé. Il a fallu 20 minutes pour annuler 15 ans. Mon téléphone a sonné à midi. Papa. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. Il a rappelé 10 minutes plus tard. Puis maman a essayé. Puis Nicole. J'ai mis mon téléphone en mode silencieux et je suis retourné au travail. Ce soir-là, Tyler et moi avons dîné ensemble, des spaghettis, son plat préféré. Il semblait plus léger en quelque sorte, moins accablé. On a parlé de sa journée, de ses cours, d'une chose drôle que son ami avait dite au déjeuner. Mon téléphone avait 17 appels manqués au moment où je l'ai vérifié avant de me coucher, 6 de papa, 5 de maman, 4 de Nicole, 2 de Derek. Papa a écrit que quelque chose n'allait pas avec les virements bancaires, que les choses ne passaient pas, qu'il avait besoin que je l'appelle. Maman a envoyé 3 messages me demandant si j'allais bien, disant qu'elle était inquiète. Le texto de Nicole était plus court. Elle a dit que j'étais enfantin et que je devais appeler nos parents. Je les ai tous lus. Puis j'ai mis mon téléphone en mode silencieux et je suis allé me coucher. Papa a appelé pendant ma pause déjeuner le lendemain. Cette fois, j'ai répondu. Sa voix était tendue. Il a dit que le paiement de l'hypothèque était revenu insuffisant, que la banque l'avait appelé, que quelque chose n'allait clairement pas avec le virement. Je lui ai demandé de quel virement il parlait. Il y a eu une pause. Puis il a dit celui mensuel, celui que j'envoyais toujours. Je lui ai dit que je ne savais pas ce qu'il voulait dire. Son ton a changé, plus dur. Il a dit que ce n'était pas drôle, qu'ils avaient des factures à payer, que je ne pouvais pas juste arrêter d'aider sans prévenir. J'ai laissé le silence s'installer un instant, puis j'ai dit très calmement que je n'étais pas sûr d'avoir accepté de subventionner en permanence leur mode de vie. J'ai dit que j'avais été heureux d'aider au fil des ans, mais que ma propre situation avait changé. J'avais mon propre fils à penser, mes propres priorités. Papa a commencé à discuter. Il a dit qu'ils avaient compté sur moi, qu'ils avaient construit leur budget autour de mon soutien. J'ai demandé s'ils avaient intégré le voyage à Tokyo de Brandon dans ce budget, aussi. La ligne s'est tue. Je lui ai dit que je devais y aller. Puis j'ai raccroché. Ce soir-là, Tyler a demandé si grand-maman et grand-papa étaient fâchés contre nous. J'ai demandé pourquoi il pensait ça. Il a dit que Brandon avait publié des photos de ses billets pour Tokyo et qu'un des amis de Tyler l'avait vu. Tyler a dit que c'était bien, qu'il n'était pas contrarié, mais qu'il se demandait si peut-être grand-maman et grand-papa étaient déçus de lui en quelque sorte. Ma poitrine s'est serrée. Je me suis agenouillé pour être à son niveau. Je lui ai dit que leur choix n'avait rien à voir avec lui, qu'il était parfait tel qu'il était, et que parfois les adultes prenaient des décisions qui n'avaient pas de sens. Je lui ai dit qu'il allait à Tokyo, que ça allait arriver, et qu'il l'avait mérité. Il a souri un peu. Puis il a demandé si j'étais sûr qu'on pouvait se le permettre. Je lui ai dit que j'en étais sûr. Après qu'il se soit couché, j'ai rouvert ce document, la ventilation, chaque paiement, chaque montant, chaque date, 15 ans de soutien financier exposé en rangée soignée. 26 400 $. J'ai ajouté une courte note en haut. Vous avez dit que c'était une question de mérite. Je pensais que vous devriez voir à quoi ressemble vraiment le mérite. Puis j'ai fait une capture d'écran, juste la page de résumé, le montant total, la plage de date, quelques exemples d'éléments de ligne, assez pour rendre le point limpide. J'ai ouvert la discussion de groupe familial et j'ai téléchargé la capture d'écran sans commentaire, pas d'explication, pas d'accusation, juste l'image. Puis j'ai posé mon téléphone face cachée sur la table. Je n'ai pas regardé mon téléphone pendant 3 heures. J'ai regardé un documentaire avec Tyler, je l'ai aidé avec ses devoirs de mathématiques, je l'ai préparé pour le lit. Vers 10 heures, j'ai finalement pris mon téléphone. 83 notifications. La discussion de groupe familial avait explosé. J'ai défilé jusqu'à l'endroit où j'avais posté la capture d'écran. Ma cousine Sarah 6 minutes après que j'ai posté, attendez. Puis ma tante Linda, est-ce que c'est vrai? Maman a répondu 11 minutes plus tard, Marcus, qu'est-ce que c'est que ça? Papa 1 minute après ça, appelle-moi tout de suite. Nicole, c'est une affaire de famille privée. Pourquoi tu as posté ça ici? Mais ensuite Derek a renchéri. Attendez.
Marcus a envoyé 400 $ par mois pour l'hypothèque. Pendant combien de temps? Mon oncle Peter. 15 ans? Ça ne peut pas être vrai. Sarah encore. Si les maths sont bonnes, ça fait plus de 200 000 $. Maman a essayé de reprendre le contrôle. Tout le monde doit se calmer. C'est entre nous et Marcus. Mais il était trop tard. La vérité était là, visible, indéniable. Tante Linda, vous nous avez dit que vous aviez refinancé. Vous avez dit que votre hypothèque était moins élevée maintenant. Papa, on a refinancé. Ce n'est pas le point. Sarah, alors pourquoi Marcus devait envoyer de l'argent tous les mois? Nicole a essayé de les défendre. Vous ne comprenez pas toute la situation. Marcus a offert d'aider. Il voulait le faire. Mon cousin Jake. Il voulait le faire ou vous vous y attendiez? Les messages continuaient d'arriver, des questions, des accusations, de la confusion. La famille disséquait la capture d'écran ligne par ligne. Quelqu'un a souligné l'assurance automobile. Quelqu'un d'autre a remarqué les paiements d'impôts fonciers. Oncle Peter. Mais l'avez-vous déjà remercié? Silence pendant 2 minutes. Puis Nicole. Bien sûr qu'ils l'ont remercié. C'est ridicule. Sarah, je regarde cette liste. Prime d'assurance vie, entretien ménager, service de diffusion en continu. Marcus payait votre Netflix. La réponse de papa est arrivée en majuscule. Tout le monde arrête. C'est inapproprié. Mais la conversation avait changé. Jake a posté un lien vers l'Instagram de Brandon, la photo des billets pour Tokyo avec une légende disant qu'il était béni et reconnaissant envers des grands-parents incroyables. Jake a écrit, ceci a été posté il y a 2 jours. Billets de première classe pour Tokyo. Tous frais payés. Pendant ce temps, Marcus finance vos dépenses réelles depuis 15 ans. Maman a essayé de détourner l'attention. Brandon a mérité ses billets. C'est un étudiant exceptionnel. Sarah et Tyler ne le sont pas. Nicole a sauté dans la conversation. Tyler va bien. Il ne s'agit pas de comparer les enfants. Tante Linda. Alors de quoi s'agit-il, Nicole? Parce que d'ici on dirait que vous avez bénéficié de la générosité de Marcus pendant des années alors que votre fils reçoit des cadeaux somptueux et que l'on dit à son fils que le budget est dépassé. La discussion est restée silencieuse pendant 4 minutes. Puis maman a envoyé un message privé directement à moi. S'il te plaît, appelle-moi. On doit parler de ça. Tu nous embarrasses. Je n'ai pas répondu. Papa a envoyé son propre message. Ce que tu as fait ce soir était cruel et inutile. Tu as monté toute la famille contre nous. Toujours, je n'ai pas répondu. Sarah m'a envoyé un message privé. Je ne connais pas toute l'histoire, Marcus, mais je te connais. Tu ne fais pas les choses sans raison. Quoi qu'il se soit passé, je suis désolé qu'il t'ait tenu pour acquis. J'ai tapé un simple merci en retour. Puis j'ai éteint mon téléphone et je suis allé me coucher. Jeudi matin, j'ai déposé Tyler à l'école et je suis allé dans un café. J'avais besoin d'espace pour réfléchir. Mon téléphone était éteint depuis la nuit dernière. J'ai commandé un café noir et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Pendant 15 ans, j'avais été méticuleux dans la tenue des registres. Chaque virement avait un numéro de confirmation, un horodatage, une note de but. J'avais conservé des captures d'écran des conversations où mes parents demandaient de l'aide. J'avais sauvegardé des courriels concernant les urgences, des messages textes concernant les paiements insuffisants. Je n'ai jamais pensé que j'aurais besoin de ces preuves. Je les ai juste gardées parce que c'est qui j'étais, organisé, minutieux. J'ai créé un nouveau document, une chronologie. Commençant il y a 15 ans, lorsque papa a appelé pour la première fois pour avoir besoin d'aide avec une réparation de toit, 3 000 $, il a dit que c'était temporaire, juste jusqu'à ce qu'il se remette sur pied. J'ai envoyé l'argent le jour même. Puis ce fut la transmission de la voiture, puis les impôts fonciers, puis le remplacement de la fournaise. Chaque fois, ils ont dit que c'était temporaire. Chaque fois, j'ai dit oui. À la 3e année, les demandes étaient devenues routinières, attendues. À la 5e année, j'avais mis en place des virements automatiques juste pour faciliter les choses. J'ai ajouté une 2e section, les événements marquants de la vie, la naissance de Tyler, mon divorce, l'année où j'ai eu une pneumonie et j'ai manqué 3 semaines de travail, la fois où Tyler s'est cassé le bras,
l'année où ma voiture est morte et j'ai dû contracter un prêt pour la remplacer. Tout au long de tout cela, les paiements à mes parents ne se sont jamais arrêtés. Une troisième section, le contraste, le mariage de Nicole, 70 000 $ payés par mes parents, les frais de scolarité de l'école privée de Brandon couverts comme cadeau, les vacances de luxe se produisant toujours juste après que je leur ai envoyé une grosse somme. La quatrième section était douloureuse à écrire, les étapes de Tyler, ces anniversaires où mes parents sont arrivés en retard ou pas du tout, ces pièces de théâtre à l'école où ils avaient des conflits d'horaires, ces jeux de petite ligue où les gradins étaient vides sauf pour moi. Les fois où Tyler a demandé pourquoi grand-maman et grand-papa ne nous rendaient pas visite comme ils rendaient visite à Brandon. À midi, j'avais un document complet, 40 pages. Chaque paiement détaillé, chaque conversation référencée, chaque disparité mise en évidence. Je l'ai sauvegardé. Le coup d'être fiable. Puis j'ai allumé mon téléphone. 162 notifications. La discussion de groupe familial avait continué toute la nuit. Tante Linda et oncle Peter posaient des questions pointues auxquelles mes parents ne pouvaient pas répondre. Sarah et Jake démontaient la logique financière. Nicole était sur la défensive. Mes parents se débattaient. Maman avait posté à 6h47. Marcus n'était jamais obligé de nous aider. Il a offert librement. Nous sommes reconnaissants de son soutien. On exagère les choses. La réponse de tante Linda 2 minutes plus tard, alors pourquoi n'as-tu pas pu aider son fils? Si tu avais assez pour des billets de première classe pour Tokyo pour Brandon, tu avais assez pour aider Tyler. Pas de réponse de maman. Oncle Peter, il a posté une capture d'écran. Richard, une seule, et elle montrait 15 ans de soutien financier dont aucun de nous n'était au courant. Brandon avait posté à 8h03, je ne savais rien de tout ça. Je suis désolé si mes billets causent des problèmes. J'ai envoyé un message privé à Brandon, Brandon, tu n'as rien fait de mal. Profite de ton voyage. C'est une affaire entre adultes. Il a répondu immédiatement, merci, oncle Marcus. Maman disait maintenant que si j'avais un problème, j'aurais dû leur en parler en privé au lieu de les humilier. Tante Linda a répondu, comme il vous a parlé en privé pendant 15 ans pendant qu'il payait vos factures. J'ai décidé qu'il était temps de répondre. J'ai tapé avec soin. J'ai posté une capture d'écran. Pas d'accusation, pas d'explication, juste des faits. La réaction que vous voyez n'est pas due à ce que j'ai dit. Elle est due à ce que vous avez fait. J'ai cliqué sur envoyer. Le chat a explosé à nouveau. Maman a essayé d'appeler quelques secondes après. Je n'ai pas répondu. Papa a appelé, j'ai refusé. Nicole a envoyé un texto exigeant que j'arrête de me cacher. Le chat de groupe s'était fracturé en disputes plus petites. Les gens évoquaient de vieilles rancunes, des incidents passés de favoritisme. Quelqu'un a mentionné mon fonds d'études universitaires qui a mystérieusement disparu quand Nicole a eu besoin d'une voiture. Quelqu'un d'autre a évoqué la compte pour la maison de Nicole. Vers 14h, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu, papa appelant depuis le téléphone d'un voisin. Sa voix était différente, plus petite, fatiguée. Il a dit qu'ils avaient besoin de parler. Il a dit que c'était allé trop loin. Je lui ai dit que je travaillais. Il a dit que c'était important. Il a dit que maman était bouleversée. Il a dit que toute la famille était en train de s'effondrer et que c'était de ma faute. Ma faute. Même maintenant, c'était de ma faute. Je lui ai demandé s'il savait à quel point Tyler voulait aller à Tokyo. Silence. J'ai demandé s'il comprenait que mon fils économisait des pièces dans un bocal depuis 2 ans, qu'il apprenait des phrases japonaises, qu'il ne parlait de rien d'autre depuis des mois. La voix de papa était sur la défensive. Il a dit qu'il ne pouvait pas payer le voyage de tous les petits-enfants. J'ai demandé ce que Tyler n'avait pas mérité. Pas de réponse. J'ai demandé s'il savait que je finançais leur hypothèque depuis 15 ans, s'il savait que leur retraite confortable était bâtie sur mon soutien silencieux. Papa a commencé à dire quelque chose à propos de la gratitude. Je l'ai arrêté. J'ai dit, j'ai offert parce que je les aime, parce que je pensais que la famille prenait soin les uns des autres. J'ai dit que je ne m'attendais jamais à des éloges, mais je m'attendais à une équité fondamentale, à une reconnaissance fondamentale que mon fils comptait autant que ceux de Nicole. La voix de papa s'est brisée. Il a dit qu'ils aimaient les 2 petits-enfants de la même manière. Je lui ai dit que l'amour n'est pas une question de ce qu'on dit, c'est une question de ce qu'on fait. La ligne s'est tue. Puis papa a dit très doucement qu'ils avaient peut-être fait des erreurs,
qu'il n'avait peut-être pas réalisé à quoi ressemblaient les choses. Il a dit qu'il voulait réparer ça. J'ai demandé comment. Il n'avait pas de réponse. Je lui ai dit que les paiements automatiques étaient annulés, tous, qu'à partir de maintenant, ils devraient prévoir leur budget pour leurs dépenses réelles, que j'en avais fini d'être leur filet de sécurité invisible. Ma priorité maintenant était mon fils. Papa a essayé de discuter, a commencé à dire qu'il ne pourrait pas s'en sortir sans mon aide. J'ai raccroché. À l'école de Tyler, je l'ai regardé sortir en parlant à un ami, souriant. Quand il a vu ma voiture, il a fait signe de la main et a trotté. Il est monté et a immédiatement commencé à me raconter son cours de gym. J'ai écouté, étant présent. C'était ça qui comptait, pas le drame familial, pas la panique de mes parents. Ça, mon fils, sa joie. À la maison, Tyler a fait ses devoirs pendant que je préparais le dîner, poulet sauté. Pendant que je cuisinais, mon téléphone vibrait constamment. Je l'ai ignoré. Après le dîner, Tyler a demandé si nous pouvions regarder à nouveau l'itinéraire du voyage au Japon. Nous l'avons parcouru ensemble. Ses yeux étaient brillants. Il a demandé si j'étais vraiment sûr que nous pouvions nous le permettre. Je lui ai dit que j'avais déjà payé la compte. Le voyage avait lieu, confirmé. Il m'a serré si fort que j'ai eu du mal à respirer. Ce soir-là, j'ai ouvert le document complet, la chronologie, les reçus, le schéma, 40 pages. J'ai écrit une brève note de couverture, pendant 15 ans, je vous ai soutenu sans poser de questions. Je n'ai jamais demandé de reconnaissance. Mais je m'attendais à ce que, lorsque mon fils aurait besoin de quelque chose, vous le traitiez avec la même générosité que vous avez montrée à la famille de Nicole. Vous ne l'avez pas fait. Vous avez choisi de l'humilier à la place. Ce choix m'a montré quelque chose que j'étais trop loyal pour voir. Je n'ai jamais été votre fils. J'étais votre ressource. Eh bien, la ressource est épuisée. Vous êtes seul maintenant. J'ai joint le document et j'ai ouvert mon email. J'ai ajouté mes parents, Nicole, Derek, tante Linda, oncle Peter, Sarah et Jake. Mon doigt a plané au-dessus de l'envoi. Ce serait une exposition finale et complète. J'ai pensé à Tyler, à son bocal de pièces de monnaie, à sa déception silencieuse, à lui demandant s'il avait mérité assez pour compter. J'ai cliqué sur envoyer. Puis j'ai fermé mon ordinateur portable, éteint mon téléphone et suis allé me coucher. J'ai pris un jour de congé le vendredi, jour personnel. Tyler est allé à l'école et je suis rentré à la maison et j'ai fait du café. Mon téléphone est resté éteint. Vers 10 heures, on a frappé à ma porte, lourdement, avec insistance, « Papa ». J'ai ouvert la porte mais ne l'ai pas invité à entrer. Il avait l'air terrible, non rasé, épuisé, plus âgé. Ses yeux étaient rouges. Il a demandé si nous pouvions parler. Je suis sorti et j'ai fermé la porte. Nous nous sommes tenus dans le couloir. Papa a commencé en disant qu'il avait lu le document, les 40 pages. Il a dit que maman l'avait lu aussi. Ils étaient restés éveillés toute la nuit. J'ai attendu. Il a dit qu'il ne réalisait pas à quel point je m'étais occupé. Qu'il savait que j'aidais, mais qu'il n'avait pas compris toute l'étendue, qu'il n'avait pas vu le schéma. J'ai demandé si ça rendait les choses meilleures. Il a tressailli. Puis il a dit non. Il a dit qu'il m'avait tenu pour acquis, qu'il m'avait manqué. Il a admis qu'ils avaient favorisé Nicole, qu'ils avaient supposé que j'allais bien parce que je ne me plaignais jamais. Je lui ai dit qu'aller bien et être valorisé étaient des choses différentes. Il a hoché la tête. Puis il a dit quelque chose qui m'a surpris. Il a dit que le fait de voir tout cela écrit l'avait forcé à affronter quelque chose qu'il avait évité, qu'il avait été un lâche, qu'il avait laissé l'attachement de maman à Nicole dicter la dynamique familiale. J'ai demandé à propos de Tyler. L'expression de papa s'est effondrée. Il a dit qu'il avait honte qu'ils aient rejeté les rêves de Tyler sans réfléchir, qu'à ce moment-là, au dîner, ils étaient tellement concentrés sur la célébration de Brandon qu'ils n'avaient pas pensé à ce que mon fils ressentirait. J'ai demandé pourquoi il ne m'avait pas appelé ce soir-là, pourquoi il ne s'était pas excusé immédiatement. Il a dit qu'ils étaient sur la défensive, embarrassés, qu'ils s'étaient convaincus que je réagissais de manière excessive. Ce n'est que lorsque la capture d'écran a été publiée qu'ils ont réalisé à quel point c'était grave. Je lui ai dit que l'argent était parti, que le filet de sécurité avait disparu, qu'ils devraient désormais budgétiser sans mes subventions. Papa a hoché la tête. Il a dit qu'ils avaient déjà commencé à examiner leurs finances,
à réduire les dépenses. Il a dit que ce serait serré, mais qu'il s'en sortirait. Je lui ai dit que s'il voulait une relation avec Tyler à l'avenir, les choses devraient changer fondamentalement. Il a accepté immédiatement. Puis il a demandé s'il y avait un moyen de réparer ça. Je lui ai dit que la confiance ne se gagnait pas avec des mots. Elle se gagnait avec une action cohérente au fil du temps, probablement des années. Il a accepté cela. Avant de partir, il a posé des questions sur le voyage de Tyler. Il a dit qu'il voulait y contribuer. Je lui ai dit que le voyage de Tyler était déjà géré. Nous n'avions pas besoin de leur argent. Le visage de papa s'est assombri, mais il a hoché la tête. Puis il a demandé si Tyler accepterait une lettre des excuses. J'ai dit que j'allais demander à Tyler, mais que si la lettre n'était que des mots vides de sens, elle ferait plus de mal que de bien. Il a promis qu'elle serait sincère. Après son départ, je suis resté dans le couloir à réfléchir. Il avait semblé sincère, mais j'avais appris à ne pas faire confiance aux réactions immédiates. Le vrai test viendrait dans les mois à venir. Je suis rentré et j'ai finalement allumé mon téléphone, 312 notifications. L'email avait explosé. Tante Linda avait écrit pour exprimer son horreur. Oncle Peter a dit qu'il avait honte de ne pas l'avoir remarqué. Sarah a dit qu'elle coupait la communication avec mes parents jusqu'à ce qu'ils fassent de sérieuses réparations. Nicole avait envoyé un email vicieux m'accusant de détruire la famille, d'être vindicatif et cruel. Elle a dit que Brandon était traumatisé et que je devrais avoir honte. J'ai supprimé son email. Maman avait envoyé son propre message, plus court que la visite de papa, mais similaire. Elle a dit qu'elle était désolée, qu'elle m'avait manqué, qu'elle voulait réparer ça. Je n'ai pas encore répondu. L'email le plus surprenant est venu de Derek, le mari de Nicole, Marcus. Je ne connaissais pas le soutien financier. Si je l'avais su, j'aurais dit quelque chose il y a des années. La façon dont Tyler a été traité était mauvaise. La façon dont tu as été traité pendant des années est mauvaise. Nicole est ma femme et je l'aime, mais elle n'a pas raison à ce sujet. Brandon a demandé s'il pouvait donner le fond de son voyage à Tokyo au voyage de Tyler. Je lui ai dit que tu dirais probablement non, mais que le geste comptait. Je voulais juste que tu saches que tout le monde dans cette famille n'est pas aveugle. J'ai lu ça 3 fois. Puis j'ai répondu, merci. Dis à Brandon que son geste compte beaucoup et qu'il devrait profiter de Tokyo. Ce n'est la faute de personne. J'ai passé le reste de la journée à trier les messages. Le soir, je me suis senti épuisé, mais aussi plus léger. La vérité était révélée. Le schéma était visible. Quand je suis allé chercher Tyler, il a semblé ressentir mon humeur. Il a demandé si tout allait bien. Je lui ai dit que tout allait bien se passer. Il a souri et a dit qu'il me croyait. Ce week-end-là, nous n'avons pas parlé de drames familiaux. Nous sommes allés au parc, avons mangé des glaces, regardé des films, une vie normale, une vie paisible. Lundi matin, j'ai reçu un colis, sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite de mes parents, 3 pages. Ils détaillaient leurs réalisations, leurs regrets, leurs projets de changement. Ils ont reconnu des incidents spécifiques, des moments où ils m'avaient ignoré, des moments où ils avaient donné la priorité à Nicole, des moments où ils avaient manqué à Tyler. Ils n'ont pas cherché d'excuses. Ils ont juste assumé. À la fin, ils ont demandé une chance, pas immédiatement, quand je serai prêt. J'ai montré la lettre à Tyler ce soir-là. Il l'a lue attentivement. Il a demandé si j'allais leur pardonner. Je lui ai dit que le pardon n'était pas un seul moment, c'était un processus, qu'il nous avait blessés, et que cette blessure ne disparaissait pas comme ça, mais que les gens pouvaient changer s'ils le voulaient vraiment, que nous allions attendre et voir si leurs actes correspondaient à leurs paroles. Il y a réfléchi. Puis il a dit que les biscuits de grand-mère lui manquaient. Je l'ai serré dans mes bras. Je lui ai dit que peut-être qu'un jour, nous pourrions à nouveau avoir ces biscuits, mais seulement s'ils nous montraient qu'ils pensaient vraiment ce qu'ils avaient écrit. Il a hoché la tête. Puis il a demandé si nous pouvions regarder l'itinéraire du Japon une fois de plus. Nous avons passé la soirée à planifier où nous irions en premier, quels étaient les plats qu'il voulait essayer. Ses yeux étaient brillants. Son sourire était vrai. Et j'ai réalisé que c'était la seule vengeance dont j'aurais jamais eu besoin, mon fils heureux, mon fils valorisé, mon fils libéré du poids des priorités brisées des autres. 3 mois plus tard, Tyler et moi sommes montés à bord d'un avion pour Tokyo, en classe économique mais ensemble.
Nous avons passé 2 semaines à explorer des temples, à manger de la nourriture de rue, à prendre des trains à grande vitesse, à rire de ses tentatives de parler japonais. Nous avons pris 1 millier de photos. Nous avons créé des souvenirs qui dureraient éternellement. Quand nous sommes revenus, il y avait une autre lettre de mes parents, et une autre. Elles continuaient d'arriver, une toutes les 2 semaines, des mises à jour sur leur vie, des questions sur la nôtre. Ils ont réduit leur train de vie, réduit les dépenses inutiles, ont commencé à faire du bénévolat. Ils ont inclus des photos d'eux à l'âge de Tyler, des morceaux de leur histoire qu'ils voulaient partager. Ils essayaient, constamment. 6 mois après l'explosion, j'ai accepté de les rencontrer pour prendre un café, juste moi, pas encore Tyler. Nous nous sommes assis dans un café tranquille et avons parlé pendant 2 heures. Ils n'ont pas cherché d'excuses. Ils ont écouté quand j'ai expliqué comment leur choix m'avait affecté, comment je m'étais senti invisible pendant des années. Maman a pleuré. Papa lui a tenu la main. Ils ont dit qu'ils étaient reconnaissants que je leur donne cette chance. Je leur ai dit qu'ils n'avaient pas encore regagné la confiance, mais qu'ils avaient gagné la possibilité d'essayer. 1 an plus tard, Tyler est venu avec moi chez eux pour la fête de l'Action de grâce, petit, maladroit au début, mais ils avaient fait son dessert préféré. Ils lui ont posé des questions sur le Japon, ont vraiment écouté, ont regardé ses photos avec un intérêt sincère. Quand nous sommes partis, maman l'a serré fort dans ses bras et lui a chuchoté des excuses. Tyler lui a rendu son étreinte. Dans la voiture, il a demandé si grand-mère et grand-père étaient différents maintenant. Je lui ai dit que les gens peuvent changer quand ils font face à la vérité, que cela demande du courage et du travail, mais c'est possible. Il a souri et a dit qu'il était content qu'ils essaient. Moi aussi. Le chat familial a fini par se calmer. Nicole et moi nous parlions à peine, et ça me convenait parfaitement. Certaines relations ne valent pas la peine d'être sauvées, mais d'autres, construites sur un véritable amour et un respect mutuel, peuvent être reconstruites lentement, avec des efforts, avec une responsabilisation. Je n'ai plus jamais envoyé d'argent à mes parents, je n'ai jamais repris les paiements. Ils se sont débrouillés. Ils se sont adaptés. Ils ont appris à vivre selon leurs moyens réels. Et j'ai appris quelque chose aussi, qu'être fiable ne signifie pas être invisible, qu'aimer quelqu'un ne signifie pas s'effacer, que la famille ne vaut la peine d'être défendue que lorsque le combat est mutuel. Tyler a 14 ans maintenant. Il parle encore de Tokyo, d'y retourner un jour. Nous économisons pour cela ensemble. Partenariat, égalité, respect. Voilà à quoi devrait ressembler une famille. Et il a fallu une seule capture d'écran pour enfin faire comprendre la mienne.